Bonjour à tous et bienvenue sur ce live Bon, meeting organisé par Lita.co. J'espère que tout le monde va bien. Je vois que certaines personnes sont en train de se connecter. Donc le temps que tout le monde nous rejoigne, je vais commencer par me présenter rapidement. Je suis Maude, je suis chef de projet levée de fonds senior chez Lita.co. Et aujourd'hui, on va se parler de la levée de fonds de BioBurger, l'enseigne pionnière de la restauration 100% bio et responsable, qui propose des burgers gourmands dans toute la France. D'abord, je tenais à vous remercier tous de nous rejoindre en direct aujourd'hui pour cette nouvelle rencontre entre citoyens et entreprises financées sur notre plateforme. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Lita, il s'agit d'une plateforme de crowdfunding dédiée au financement de la transition écologique, énergétique et sociale, ouvert à tous à partir de 100 ou 300 euros et qui rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 140 000 citoyens et citoyennes. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Louis Frac, qui est le cofondateur et président de BioBurger. bonjour. Bonjour Louis. Avant de te laisser la parole, je vais juste vous présenter rapidement l'outil Livestorm sur lequel nous sommes connectés. Vous pourrez utiliser deux onglets qui se trouvent en bas à droite. D'abord l'onglet Chat, qui va être plutôt destiné aux messages informels, dans lequel vous pouvez manifester votre présence. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous confirmer que vous nous entendez bien, à nous dire d'où vous venez et comment vous avez connu BioBurger. Et ce sera aussi le lieu pour manifester un quelconque problème technique. Et puis, vous avez aussi l'onglet Questions pour formaliser vos questions tout au long de l'événement. Et on prendra le temps de les traiter pendant la deuxième partie de ce live. Voilà un petit peu le programme. Le live va se dérouler en deux temps. D'abord, Louis va présenter le projet BioBurger et les raisons de la levée de fonds en 15-20 minutes à peu près. Et dans un second temps, on passera à une session de questions-réponses que je viens juste d'évoquer. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors Louis, je te laisse la parole. Merci beaucoup Maude. Bonjour à tous. Merci d'être là pour ce petit live meeting. Donc oui, moi je suis Louis Frac, donc cofondateur et président de BioBurger, donc aux côtés de Anthony Daré. Et je vais prendre un petit peu de temps pour vous raconter d'abord qui on est, notre mission un petit peu. Voilà nos valeurs, notre mission. On va commencer par ça, puis après un peu l'historique jusqu'à aujourd'hui. Et puis enfin, la situation actuelle et le pourquoi de cette levée en obligation. Alors, on va commencer par la base, en fait, par qui nous sommes et surtout pourquoi on est là. Donc la vision. Alors on a essayé, en fait on a ces visions, tout ce que je vais vous raconter au début, on le sait depuis le début, puis on a réussi à poser des mots un petit peu dessus, à le formaliser au sein d'une plateforme de marque récemment, donc j'ai utilisé ça pour vous présenter. Donc la première chose, c'est notre vision. Donc pour contribuer efficacement au changement indispensable de nos modes de vie profonds, il est nécessaire de proposer des solutions intuitives et accessibles à tous. Derrière ça, en fait, l'idée, c'est qu'on estime que pour engager la société dans la transition sociétale et sociale et écologique, en fait, les organisations, les entreprises et les organisations de manière générale, on pense qu'elles ont une responsabilité, en fait, d'aider les citoyens à s'engager en proposant des solutions donc simples et accessibles. Donc que le travail, cette charge en fait de l'effort, doit surtout être porté par les organismes, par les entreprises notamment, en proposant des solutions, donc notamment peut-être des produits et des services qui répondent aux enjeux de demain, mais qui soient aussi compétitifs, accessibles, intuitifs et on va y venir pour BioBurger, synonyme peut-être de plaisir au quotidien. En gros, on peut demander à faire des efforts aux citoyens, mais en fait, si on dit effort, bah pour nous, c'est notre vision, hein, on n'y croit pas trop. On a besoin que ça passe aussi par l'envie, par le plaisir, par l'agréabilité, l'intuitivité et donc l'accessibilité. Partant de ce postulat, si on resserre un petit peu l'entonnoir, nous, sur notre marché qui est la restauration, donc on s'était donné comme mission d'embarquer la génération burger et leurs enfants dans la transition sociétale en leur proposant de kiffer intégralement le moment burger. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est qu'on a choisi ce secteur de la restauration. Et au sein de la restauration, eh bien, on s'est dit, bah, la solution accessible, intuitive, plaisir, bah, en fait, ça va être le burger.
le burger qui est pour nous le produit iconique, populaire, synonyme de plaisir, quoi, et de lâcher prise un peu, mais produite d'une manière qui répond aux enjeux de demain, et ainsi pouvoir engager donc pas toute la société, une partie. On vise ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, la génération burger. C'est un peu la génération, ma génération, celle qui a grandi avec McDo et compagnie, et leurs enfants. Donc ça, c'est notre cible prioritaire, on va dire. Donc de les embarquer, eux, dans une démarche de transition sociétale, mais par le plaisir, par le kiff intégral, et donc avec un burger accessible. Et donc pour finir, notre identité, donc on a posé ces mots dessus, BioBurger, c'est le fast-food de demain qui ose la gourmandise engagée. Donc le fast-food, pour nous, le fast-food, alors ça peut avoir une connotation péjorative, mais en fait c'est surtout justement quelque chose pour nous qui est accessible, encore une fois, et intuitif. Fast-food, c'est simple, c'est rapide, c'est partout, on entre facilement, c'est pas cher, très important, c'est pas cher. De demain, bah oui, parce qu'on estime qu'on est une solution de restauration qui s'inscrit dans l'avenir, évidemment, et qui ose. Alors le mot oser, on aime bien parce que rien que le mot BioBurger, rien que ce nom qu'on a choisi au début, il faut l'oser le porter parce que c'est presque une oxymore, mais en fait pas du tout. Donc on ose cette gourmandise engagée. On peut être gourmand, on peut se lâcher, on peut se faire plaisir, mais en s'engageant. C'est vraiment le fondement de ce qu'on veut prouver. Voilà, donc je voulais poser cette première brique qui explique qui nous sommes et notre mission. Donc en fait, là je vous ai expliqué le burger, on a compris, accessible, prix, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est engagé en fait? Aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi là-dessus, et nous on pense, enfin on est sincère en fait dans notre engagement depuis le départ, et en fait on essaie de le poser aussi pour expliquer ce que l'on fait. Alors aujourd'hui, ici, sur cette slide, vous avez nos principaux attributs qui créent notre engagement. Donc le premier, le principal, et qui est là depuis toujours, c'est le 100% bio. Donc tous nos produits sont 100% bio, tous nos restaurants sont 100% bio, notre centrale d'achat est 100% bio. Donc ça, c'est la base sur laquelle on s'est construite et qui est en place depuis le début, depuis 2011. Alors, je vais parler de chacun des attributs, donc je ne vais pas pouvoir rentrer non plus dans le détail de chacun et de ce que signifie la bio. Je pourrais y rentrer s'il y a des questions là-dessus. Évidemment, quels sont les impacts de la bio sur notre environnement, sur nos sols et sur notre agriculture, bien sûr. Mais pour nous, c'est l'attribut principal. Le deuxième, ça va être la carte flexitarienne. Et il correspond totalement à notre vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peu moins de 50% de notre carte qui est à base de bœuf. Ensuite, on a du poulet, du porc, et puis on a des burgers végétariens et un vegan. L'idée du burger végétarien chez nous, c'est pas ni un burger qui ressemble à de la viande, la fausse viande, ni un burger qu'on prend par défaut. En fait, l'idée, c'est que, je prends toujours l'exemple du rustique. Le rustique, c'est un burger à base de camembert pané. En fait, aujourd'hui, les clients qui prennent du rustique, c'est pas des végétariens. C'est soit des flexis, soit des carnivores, et ils prennent le rustique pas parce qu'il est végétarien. Ils prennent le rustique parce qu'il leur donne envie. Un burger au camembert pané, ça donne envie de le manger, c'est ultra gourmand. On le prend, on se régale, et by the way, c'est végétarien. Et en fait, on fait progresser ce mode de consommation dont on sait qu'il manque encore dans notre consommation globale, grâce au plaisir. Et c'est totalement dans notre philosophie. Donc nous, on essaye d'avoir une carte qui soit à l'image de ça, donc d'avoir d'abord des burgers gourmands, et by the way, derrière, bio, et pour certains, végétariens. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à vendre 20% de nos ventes qui sont en burgers végétariens, sans avoir 20% de végétariens. Et donc là, on va attendre encore à augmenter ce chiffre-là. Ensuite, les frites fraîches maison, je ne vais pas vous en faire toute une histoire, parce qu'aujourd'hui, c'est la base. Quand on a ouvert en 2011, c'était une différenciation. Aujourd'hui, c'est juste incontournable. Les frites fraîches maison, tout le monde le fait maintenant. Mais bon, on le fait évidemment. L'eau microfiltrée à volonté, très important. On a arrêté l'eau en bouteille en 2018. Pour des raisons évidentes, ça nous paraissait un peu absurde de transporter de l'eau en bouteille sur des kilomètres, puis aussi pour supprimer le plastique dans nos restaurants. Et donc on propose de l'eau microfiltrée, plateau gazeuse, mais à volonté. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez consommé chez nous, vous pouvez vous resservir à volonté sur cette eau-là. Évidemment, le but, c'est de ne pas contraindre là-dessus. Et pareil, c'est très sympa de pouvoir à la fontaine se resservir de l'eau fraîche. C'est du plaisir, c'est simple, c'est facile, et en même temps, vous faites un éco-geste parce que vous ne consommez pas d'eau en bouteille. Les légumes de saison, pareil, ça paraît tout simple, et en fait ça l'est. C'est tout simple. On a arrêté la tomate l'hiver, on a arrêté l'avocat l'été.
L'avocat l'été, sinon, il vient du Pérou. Donc, on fait de l'avocat que l'hiver qui vient d'Espagne. Depuis qu'on a arrêté, c'est rigolo, et c'est qu'on n'a jamais eu une réaction négative de aucun client. Et je me demande encore pourquoi dans les supermarchés on trouve des légumes qui sont hors saison. En fait, j'ai l'impression que les gens s'en foutent. Enfin, ça, c'est ma vision. Mais vraiment, on n'a eu aucun retour négatif. Les gens adorent suivre les saisons et c'est tant mieux pour tout le monde. En direct de nos producteurs, très important. On l'entend souvent. Nous, on a créé une chaîne de valeur qui nous permet de s'approvisionner directement auprès de nos producteurs. C'est-à-dire qu'on a créé notre centrale d'achat propre au réseau. On n'a pas d'intermédiaire. Les intermédiaires, c'est nous. Et donc, on achète directement, sans distributeur, sans intermédiaire, à nos producteurs, donc de fromage, de sauce, de steak, etc. Donc, on a une chaîne très courte. On est en circuit court parce qu'il y a le producteur et nous, et le client. Et ça nous permet, j'en reviendrai après, d'avoir un business model tenable, malgré la promesse du bio pas cher. Et surtout d'avoir des excellentes relations avec nos producteurs, de les rémunérer à leur juste valeur et de faire un partage équitable en fait, de la valeur créée au global. Le 100% frais préparé minute, on n'a pas de surgelé chez BioBurger. Tous les produits sont frais ou sont conditionnés sous atmosphère sec, quoi, mais il n'y a pas de surgelé. Et nous préparons tout minute, c'est-à-dire qu'aucun des ingrédients n'est cuit avant d'avoir la commande du client qui est passée. Ça, c'est important. Je prends l'exemple de McDo qui est passé au made for you, comme ils disent. Mais en fait, ils cuisent la viande, ils sont obligés de cuire la viande à l'avance, qui est maintenue au chaud. Donc ça, c'est purement une question de qualité de produit dont je parle. Mais on a créé un concept qui permet à la fois d'être rapide et d'être totalement préparé minute. Et je finirai par ça. Best menu kids ever. Oui, on a créé un menu enfant qu'on pousse de plus en plus. Et en fait, aujourd'hui, l'offre BioBurger, elle est parfaite pour les parents et les enfants. Pourquoi elle est parfaite? Parce que, en fait, vous satisfaisez l'envie de vos enfants de manger un bon burger frites. Et évidemment, pour les parents, c'est chouette parce que vous leur permettez quand même de manger la bonne bouffe bio, évidemment. Alors, on n'a pas encore le côté sexy du Happy Meal de McDo. Il manque encore les jouets brandés avec des marques, etc. Mais on progresse, on avance et on commence à être quand même assez challengeant sur ce menu enfant. Voilà, j'ai passé un peu de temps sur cette slide, c'est très important de comprendre pourquoi on estime qu'on a une offre engagée. Le pourquoi il est là. Le parce que il est là. Alors, maintenant, je vais vous parler de notre histoire. Et pour parler de notre histoire, j'aime bien reprendre ce graphique que j'ai mis sur LinkedIn hier, dont on est assez fier, et qui représente bien l'histoire de BioBurger. On a ouvert en 2011, donc au moment juste avant l'arrivée de ce qu'on appelle les burgers gourmets. Avant 2011, il n'existait pas de burger gourmet, il n'y avait que McDo et Quick. Il n'y avait même pas Burger King d'ailleurs à l'époque. Et donc nous, on a ouvert dans ce contexte où on adorait les burgers, mais on trouvait que ils étaient mal fabriqués. Ils n'étaient pas bons, mais on aime bien le produit. Donc on a décidé, on a eu la même idée que tout le monde, c'est de faire des burgers quali. Sauf que la distinction chez nous, c'est qu'ils étaient bio et pas chers. En même temps que nous, c'est ouvert, par exemple, l'enseigne Big Fernand, qui est arrivé avec une offre 6 mois plus tard à 15 €, alors que nous, on avait une offre à 10 €. Donc vraiment un écart, mais avec un produit bien plus abouti que nous à l'époque. Donc nous, on a travaillé, ça nous a challengé, on a ouvert un premier restaurant en 2011, 2012, et puis en 2013, vous voyez, un petit tiret bleu foncé, là, c'est le deuxième restaurant, Victoire, donc ces 2 premiers restaurants étaient à Paris. Et là, ce qu'on voit, c'est que notre modèle, au moment d'ouvrir le deuxième restaurant, on s'est rendu compte qu'il n'était pas assez tenable, notre modèle économique. Le bio pas cher, c'est joli sur le papier, mais c'est un peu un truc de bisounours. On était arrivé à gagner de l'argent au premier restaurant parce qu'on a tout fait nous-mêmes. On a tout fait les travaux nous-mêmes, puis après on opérait nous-mêmes avec Anthony, on se payait pas cher, donc ça tenait. Mais quand on a commencé à staffer en 2013, et pour prendre un tout petit peu de hauteur, on s'est rendu compte que ça passait pas. Et là, on a refusé de foncer tête baissée, de continuer à se développer avec un concept qui était trop faible. Et donc on a bossé. Et là, c'est ce qu'on voit sur les années 2013, 14, 15, 16 et un peu 17. On a bossé sur notre chaîne de valeur, sur notre business model, mais de A à Z, donc de la fourniture, de nos producteurs, quoi, jusqu'à la délivrance. Donc on a créé cette centrale d'achat. On a externalisé tout un tas de choses qu'on faisait avant en interne, les sauces, le confit d'oignon, etc., auprès de boîtes de PME qu'on a trouvées dans la bio, qui faisaient ça mieux que nous et à façon. On a optimisé tous nos process en restaurant. Que ce soit nos matériels, notre façon de produire, on a digitalisé la cuisine, enfin on a fait tout un tas de choses.
Alors, je pourrais en passer beaucoup, beaucoup de temps à exprimer ça, j'aurais pas le temps, mais on a vraiment créé, un peu dans la douleur, mais la principale valeur du concept à ce moment-là. Et une fois en 2016-17 qu'on a trouvé que notre business model était suffisamment costaud, et ben on a décidé de se développer. Et là, on a ouvert notre première franchise, donc le petit trait orange que vous voyez sur l'année 2017, à Montorgueil, à Paris toujours. Et puis depuis cette date-là, on ouvre des restaurants tous les ans. Et on a une croissance là qu'on voit, donc ça c'est le volume d'affaires que vous voyez, une couleur par restaurant, et on voit que c'est presque exponentiel depuis 2017. Donc on a ouvert des restaurants tous les ans, malgré le Covid, malgré tout ce qu'on a connu, avec 5 ouvertures en 2022, 5 ouvertures en 2023, et cette année on va en ouvrir 8. Et donc, depuis 2016-2017, la dernière chose à dire, c'est qu'on a créé la tête de réseau à ce moment-là, donc une structure qui a pour vocation de développer le réseau, de développer les produits, de financer le concept, de faire le marketing, etc., de gérer la centrale d'achat. Et cette tête de réseau, en fait, jusqu'à 2023, elle était trop grosse pour être financée par ce que dégageaient les restaurants. Et donc, on a financé les ouvertures et cette tête de réseau par des levées de fonds successives, notamment avec l'ITA, jusqu'en 2023, où on a atteint là une rentabilité avec un EBITDA de 1 million d'euros en 2023. Et donc maintenant, on a un modèle global à l'équilibre, avec une tête de réseau financée par nos restaurants en dessous. Donc ça a pris du temps. Ce que j'aime bien montrer avec ce graphique, c'est Bleu Burger, c'est que c'est du temps long, un peu en contre-courant de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a pris le temps de construire quelque chose qui est solide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on commence à en récupérer les fruits. C'est-à-dire que BioBurger, aujourd'hui, sur nos 25 restaurants, eh bien, nous avons une qualité de produit qui est très très similaire d'un restaurant à un autre, très constant d'un burger à l'autre, parce on s'appuie sur ces bases de process et de produits qu'on a mis en œuvre pendant les premières années et qui aujourd'hui nous permettent d'être ultra performants. Alors que certains de nos concurrents, justement, sont un peu des colosses au pied d'argile et se retrouvent avec des concepts pas assez chiadés et des volumes avec des restaurants trop importants. Et là, c'est trop tard pour eux. Voilà l'histoire. Donc aujourd'hui, on a 25 restaurants ouverts actuellement. Donc on en a 10 en propre, 15 en franchise. Vous avez la carte de France ici. On en a 8 ouvertures en 2024. Sur les 8, on en a 4 qui sont déjà ouverts. Donc les ouvertures de 2024, c'est Clermont-Ferrand, Salon, Aix et Nancy qui ont été ouverts cette année. Et puis, il va arriver dans le reste de l'année Metz, Versailles, Orléans et Toulouse. Et on prévoit en 2025 3 à 5 ouvertures. Alors on revient à des ouvertures un peu comme 2022-2023 parce que, eh bien, on n'était pas parti là-dessus au début, on s'est dit qu'on va continuer 8-10. Et on s'est rendu compte cette année que 8, c'est costaud. Et que juste, ce que je viens de vous dire juste avant, c'est que il est important de prendre son temps et de faire les choses bien, de ne pas galvauder en fait cette qualité en restaurant. Et on pense que c'est mieux de ralentir un petit peu le développement pour pouvoir mieux développer. Et ça sert à rien en fait de développer trop vite, même en termes de rentabilité, ça sert à rien. Et donc on pense que 3 à 5, on maîtrise, on sait faire, on a déjà fait, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Et on va continuer à ouvrir 3 à 5 ouvertures sur les prochaines années. Voilà ce que je voulais dire pour le développement. Donc ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'on commence vraiment à bien couvrir le territoire. Et pour finir notre histoire, alors j'ai créé cette petite slide qui fait un comparatif avec notre situation l'année où on a commencé notre première levée avec l'ITA, en 2019. En 2019, on a 4 restaurants, 2 en propre, 2 franchisés, on faisait 3,6 millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin de volume d'affaires, pardon. Le volume d'affaires, c'est le chiffre d'affaires global des restaurants franchisés propres. Donc sur les 12 derniers mois, au moment de la levée, on faisait 3,6. On faisait 2 millions d'euros de CA groupe. Donc le CA groupe, c'est les restaurants propres plus les redevances. Et on faisait moins 500 000 d'EBITDA en 2018. Aujourd'hui, on a 25 restaurants, donc on fait 22,4 millions d'euros de chiffre d'affaires sous enseigne, donc de volume d'affaires sur les 12 derniers mois. En 2023, on a fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires groupe et on a fait 1 million d'euros d'EBITDA. Donc voilà, donc en 5 ans, pardon, on a bien évolué, donc on est assez content. Et puis on prévoit donc dans le BP d'ici 3 ans, d'avoir 45 restos, de faire 56 millions d'euros de volume d'affaires, 29 millions d'euros de chiffre d'affaires groupe et 4,5 millions d'euros d'EBITDA normalement, si tout va bien.
Là, on a un effet assez important, c'est qu'on a beaucoup de restaurants qui sont jeunes aujourd'hui, parce qu'on en ouvre beaucoup par an. Et donc, il y a vraiment un gros effet qui va arriver, c'est que la maturité des restaurants et leur rentabilité, c'est vraiment des courbes assez importantes. Et donc, au bout de 24, 36 mois, on arrive à des rentabilités par restaurant très intéressantes. Et donc, dans les prochaines années, mécaniquement, tous nos restaurants jeunes vont beaucoup plus générer qu'aujourd'hui. Donc, il y a cet effet mécanique qui augmente les l'EBITDA. Et le deuxième effet mécanique, c'est en fait la tête de réseau qui s'amortit avec le volume des restaurants. Donc, c'est les deux gros effets, on va dire, mécaniques qui font que l'EBITDA va augmenter avec le volume. Je voulais vous parler un petit peu de notre équipe. Alors, c'est un peu petit, c'est notre organigramme, mais c'est l'équipe de la tête de réseau, ici. Donc, il y a Anthony et moi, cofondateurs. Et depuis le 1er janvier, nous avons engagé un general manager, François, qui travaille chez nous depuis 7 ans, qui est arrivé en stage chez nous, puis qui a fait un peu tous les postes, tous les échelons, et qu'on a posté en general manager. Donc, son rôle aujourd'hui, c'est de diriger cette tête de réseau. Donc, nous, on donne une feuille de route, une stratégie, et François la développe avec son équipe. Et son équipe, enfin l'équipe de la tête de réseau, c'est 5 pôles. Donc vous avez l'opérationnel restaurant avec 4 personnes. L'opérationnel restaurant, leur objectif, leur mission, c'est d'assurer cette qualité quotidienne dans les restaurants au sens large, service, produits, propreté, hygiène, etc. Que ce soit au top, ratio évidemment. Donc équipe centrale. Vous avez une équipe achat et logistique et produits en fait. Donc cette équipe, elle a un rôle très important aussi, c'est qu'elle s'occupe de la relation fournisseur et de sourcer nos produits. Elle s'occupe de gérer la centrale d'achat, donc de prendre les commandes des restaurants, propres et franchisés, et de leur délivrer leurs commandes, parce que c'est la centrale qui les livre. Donc objectif logistique. Et objectif produit, c'est-à-dire que chez nous, le développement produit n'est pas au marketing, il est au pôle achat, puisqu'on est très contraint par nos sourcings vu que c'est 100% bio, et historiquement c'est comme ça, et donc aussi ce pôle est chargé de développer nos nouveaux produits, nos nouvelles recettes, en collaboration avec le pôle marketing. Le pôle marketing, donc, avec 4 personnes, son rôle, c'est assez classique, communication, marketing produit, CRM, etc., réseaux sociaux, communication locale, nationale. Et le pôle admin finance, pareil, assez classique. Dedans, vous avez le pôle RH avec toutes les fiches de paie, puis vous avez tout le pôle finance de manière assez classique, 3 personnes. Et enfin, le pôle développement IT, pôle moins classique, c'est un pôle un peu hybride qui s'occupe à la fois du développement des restaurants, donc depuis la recherche des locaux jusqu'à l'ouverture des restaurants, en passant par les travaux, la négociation des baux, le financement. Et puis le pôle IT. Le pôle IT, c'est tout ce qui s'occupe du développement IT, donc qui est très important chez nous, à la fois dans nos process, mais aussi, par exemple, dans notre mode de commande avec les bornes, ou le lien avec les plateformes de livraison. Et évidemment, donc il y a toute une partie de développement, puis il y a toute une partie gestion opérationnelle, avec un service support pour les restaurants en cas de problème sur notre logiciel de caisse, sur nos bornes, encore une fois, sur les plateformes de livraison et autres. Donc pôle très très important aussi. Donc voilà comment on est staffé aujourd'hui. On a un staff qui est maintenant stable, qui va pas forcément évoluer, si ce n'est le pôle opérationnel qui va s'étoffer au fur et à mesure du nombre de restaurants qui viennent arriver. Donc c'est pour ça qu'on va faire un effet de levier sur la tête de réseau. Et je vais terminer par ça, j'espère que je suis pas trop lent, non, je dépasse un tout petit peu. Alors l'usage des fonds, pourquoi on lève des OS? Alors la première chose, je ne l'ai pas mis sur la slide, c'est qu'on a levé des OS en 2020 pour 800 000 euros auprès de l'État. Sur ces 800 000 euros, on a remboursé 2 tiers déjà. Et donc en fait, la première idée, c'est de faire rouler tout simplement cette dette, c'est-à-dire c'est la renouveler. La deuxième idée, c'est qu'on a fait une levée de fonds de 3 millions d'euros l'année dernière en equity. Et cette levée de fonds, en fait, le but, c'est de leverager dessus, c'est de faire un effet de levier, et ça nous permet, en fait, d'avoir une capacité d'endettement plus importante. Et donc, en fait, on a la place, entre guillemets, pour lever des obligations, donc faisons-le, puisque le cash, c'est le nerf de la guerre, on a besoin pour se développer. Ça, c'est les premières raisons pour lesquelles on lève, et qu'est-ce qu'on va faire, donc, du coup, avec? Bien, évidemment, on va financer nos ouvertures en propre. L'ouverture en propre, ça coûte entre 150 et 200 000 euros d'apport en fonds propres. Donc on en a besoin pour continuer. Et ça va nous permettre de financer un BFR. Alors, restauration, on n'a pas réellement de BFR positif, on a plutôt un BFR négatif sur un restaurant. Par contre, sur le groupe, on commence à avoir une espèce de BFR qui arrive et qui est lié, par exemple, c'est un BFR qui n'est pas vraiment structurel, mais qui arrive, qui est plutôt conjoncturel lié à des ouvertures. On va avoir, par exemple, des cas où
le prêt bancaire lié à l'ouverture d'un restaurant va pas se débloquer à temps et on va devoir financer sur fonds propres l'ouverture du restaurant. Et là, on vous parle de 800 000 euros, par exemple. Ça nous est déjà arrivé pour des raisons administratives et juridiques. On a besoin d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir financer ce genre de choses et pas ralentir, en fait, les ouvertures. Et donc, des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. Et donc, on a besoin de ce BFR-là. Et enfin, et ça, on en a toujours eu besoin, il faut toujours garder une marge de manœuvre et de la trésorerie de côté. Et en fait, cette trésorerie de côté, elle augmente au fur et à mesure que le réseau grandit. À l'enseigne, vous avez vu, le chiffre d'affaires augmente de 35% chaque année. Et donc, en fait, on doit garder cette marge de manœuvre et du cash de côté au cas où. Et aussi pour affronter les crises biannuelles qu'on se prend depuis 5 ou 6 ans. Voilà pour l'usage des fonds. Et voilà, je crois, pour ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Super. Eh ben, merci beaucoup, Louis, pour cette présentation qui était très claire, très détaillée, qui a suscité pas mal de questions aussi, donc on va revenir dessus après. Juste avant cette session questions-réponses, je tenais juste à vous rappeler les raisons et les conditions d'investissement sur lita.co. Donc pour cette levée de fonds, BioBurger lève des fonds en obligation avec un objectif maximum qui est fixé à 2,5 millions. Et dans cette levée, la rentabilité se caractérise par un taux d'intérêt de 10% sur 5 ans. Et c'est un investissement qui est éligible au PEA-PME. Aujourd'hui, BioBurger est en phase de pré-collecte et a déjà réuni plus d'1 million d'intentions d'investissement par plus de 663 personnes. Donc, merci pour votre intérêt, merci pour votre enthousiasme. Ça promet d'être une collecte assez dynamique. L'ouverture de la collecte est prévue très prochainement. Restez à l'écoute et vérifiez bien aussi que votre profil investisseur a été validé pour pouvoir investir dès le top départ. Si vous avez déposé une intention, vous serez automatiquement averti par mail. Et je reviens juste brièvement sur les raisons pour investir. D'abord, le modèle BioBurger a été éprouvé et est en croissance. Le groupe est en plein essor, comme vous l'a montré Louis, grâce au développement de restaurants franchisés comme des restaurants en propre, qui permettent d'atteindre un chiffre d'affaires sous enseigne de près de 20 millions d'euros en 2003, et donc multiplié par 3 depuis 2019, et donc qui en fait le leader de la restauration bio. Donc ça, c'est notre première raison. La deuxième, c'est que l'entreprise se distingue par son positionnement unique de fast-food 100% bio, qui répond aux nouvelles tendances de consommation grâce à des engagements forts, notamment les produits bio, bien sûr, mais aussi le sourcing responsable, la transparence sur la chaîne de valeur. La troisième raison, c'est la pertinence du modèle qui a attiré de nouveaux investisseurs avec une levée de fonds de 3 millions d'euros en 2023 et qui est venu renforcer la stabilité financière de l'entreprise et le niveau de fonds propres. Avec un EBITDA positif proche d'1 million en 2023, BioBurger est bien positionné pour atteindre la rentabilité, assurant sa capacité à rembourser sa dette. Et enfin, l'entreprise maîtrise sa chaîne de valeur et ses coûts grâce à une centrale d'achat qui lui permet de s'approvisionner en direct auprès des producteurs, mais aussi de rationaliser le processus des restaurants pour réduire les coûts pour l'ensemble des restaurants. Voilà un petit peu nos 4 raisons pour investir côté Lita. Et maintenant que je vous ai délivré ça, on va pouvoir passer aux questions. Il y en a eu beaucoup. Et donc, je vais commencer par la première, qui était une question de Daniel, qui disait « Bio ne veut pas forcément dire diététique. Avez-vous une feuille de route sur ce sujet ?» Large sujet. Très bonne question. Oui, effectivement, bio ne veut absolument pas dire diététique, il ne faut pas confondre les deux. Et nous, on s'assume justement, et c'est un travail qu'on fait pour bien montrer qu'on est une enseigne gourmande. Et donc, non, il y a un parti pris là-dessus. C'est-à-dire que, c'est ce que j'expliquais au tout début, l'idée c'est de passer par le plaisir. Et donc, on a des produits bio, donc forcément, qui sont plus sains que l'équivalent non bio. Par contre, on n'a pas des produits qui sont, par exemple, pas caloriques, qui sont light. Ça, c'est pas vrai. Il y a du sucre dans nos produits, il y a du gras, mais c'est complètement assumé. Et on estime que dans le monde de demain, il faudra toujours avoir ce genre d'offres pour continuer à vivre. En fait, on va pas tous continuer à commencer à manger des graines quotidiennement. On ne croit pas à ce monde-là. Évidemment, BioBurger ne se suffit pas à tout seul. On ne peut pas proposer uniquement des burgers tous les jours à tout le monde non plus, et on l'assume complètement en fait. Donc là, il n'y a pas de feuille de route sur la diététique.
Je vais apporter un tout petit bémol, par exemple, on aimerait bien améliorer des choses qui ne remettent pas en cause le côté gourmand. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait imaginer voir du pain complet à la place de notre pain bun aujourd'hui, enfin un pain bun complet, hein. On sait que les farines blanches, c'est quelque chose qui est vraiment pas top pour la santé, et donc du pain complet, ce serait bien mieux. Là-dessus, sur cet exemple-là, on peut en avoir d'autres. On sait aussi, par exemple, que le sucre, les boissons sucrées, bah, en fait, au fur et à mesure que le temps avance, les gens sont ont un peu moins le bec sucré qu'avant. Et donc, on peut imaginer diminuer au fur et à mesure le sucre de nos boissons. Mais à ceci près, voilà, c'est pas une stratégie de fond de dire on n'est pas un burger diète. Et justement, on se bat contre ça parce que il y a des clients qui passent devant chez nous qui ne connaissent pas l'enseigne, qui voient bio et qui ont plein d'a priori dessus, dont le diète, le light, le chiant, si je peux me permettre. Et on n'est pas une enseigne chiante. Voilà. Merci Louis pour cette réponse. On avait une autre question de Daniel qui demandait quel traitement des emballages et quel circuit des recyclables. Alors, l'histoire des emballages chez BioBurger, il y a eu 3 phases. Première phase, c'est qu'on faisait du tri dans nos restaurants dès le départ, en 2011, ce qui était assez novateur. Et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, que les clients ne trient pas en restaurant. C'est très compliqué parce que déjà que la maison c'est compliqué, mais en restaurant c'est encore plus. Du coup, en 2017-18, on a passé en tout compostable. Donc on avait une seule poubelle et tout était compostable et composté avec. Donc on avait un partenaire qui venait chercher nos déchets organiques et emballages et qui compostait tout ça. Ça a duré 2-3 ans. Et ensuite la loi est arrivée sur le réutilisable. Et donc on s'est conformé à la loi, qui est une super loi et qui nous a fait transformer en fait nos emballages jetables sur place par du réutilisable, donc de la vaisselle réutilisable. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est en place sur place dans nos restaurants. On a de la vaisselle qu'on lave et qu'on réutilise. Du coup, à emporter, on a rebasculé sur du recyclable, puisque le compostable en fait à emporter était pas top, parce que les gens chez eux ne compostent pas, ou très peu. Moi, j'ai un lombricompost chez moi, mais je pense que peu de gens ont des lombricompost ou des composts chez eux. Et donc du coup, on est repassé sur du recyclable en fait. Et ce qui est bien, c'est que récemment, les lois d'ailleurs, enfin, c'est pas la loi, mais les modes de collecte ont changé et c'est plus simple maintenant. Les consignes de recyclage sont plus simples. En gros, tous les emballages, on les met en recyclage. Et donc, tous nos emballages sont recyclables en poubelle jaune quand vous êtes chez vous. Voilà. Très clair, merci beaucoup. On avait ensuite une question de Frédéric, mais pour le coup, auquel tu as peut-être déjà un petit peu répondu avec ton graphique. Mais je la remets quand même. Quelles sont les perspectives 2024 et 2025? Évolution, nombre de magasins, nombre de recrutements, CA et EBITDA. Oui. Alors, du coup, donc en évolution de nombre de magasins, donc 8 cette année, entre 3 et 5 l'année prochaine. Et puis on va garder ce rythme de 5 chaque année, c'est l'objectif. J'ai expliqué donc pourquoi. Les recrutements, en fait, vont être liés surtout au nombre de restaurants, puisqu'en tête de réseau, il y en aura, mais ils deviendront marginaux. Donc par restaurant, on a une vingtaine de personnes par resto et c'est une dizaine d'équivalents temps plein. Donc après, il y a un mix franchise propre, hein, mais voilà, donc ça, après, il faut multiplier par le nombre de magasins, hein, donc ça fait une cinquantaine d'équivalents temps plein par an et une centaine de salariés supplémentaires. En termes de CA, on a fait 20 millions d'euros de volume d'affaires en 2023. On prévoit d'en faire 27 cette année. J'ai plus le chiffre d'affaires 2025 en tête, là de mémoire, il faut que je le retrouve. Mais en tout cas, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est qu'en 2027, on vise 45 millions, si je ne me trompe pas. Et les bidas, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, l'évolution. Donc on a fait 1 million l'année dernière. Cette année, ah oui, ce qu'on n'est pas notifié, c'est que cette année, en 2024, vous avez peut-être entendu parler de ça, le marché de la restauration, depuis le début de l'année, est un peu plus tendu. On a fait une excellente année 2023. On a fait 16% d'augmentation de chiffre d'affaires à périmètre constant quand le marché de la RHD est à 3%. Donc on a surperformé, ce qui est top. En 2024, on fait toujours mieux que le marché, mais le marché vraiment va moins bien en ce premier semestre 2024. Et donc nous, ça va nous faire en sorte que l'EBITDA va rester flat cette année, voire peut-être un peu baisser, tout en ayant une augmentation de l'activité. Donc rien de grave, mais moins bien que nos prévisions, clairement. Mais ça ne nous empêche pas d'afficher en tient compte, et ça ne nous empêche pas de viser cet EBITDA de 4,5 millions d'euros à fin 2027. Super, merci. On a une autre question de Daniel
qui demande d'où viennent les producteurs. Un circuit court implique un transport de proximité et donc un schéma d'achat local. Est-ce le cas ou en cours de développement? Alors, moi j'aime bien toujours faire cette clarification du terme circuit court. Pour moi, circuit court, ça ne veut pas forcément dire local. Pour moi, circuit court, c'est avec peu d'intermédiaires. Peu d'intermédiaires sur la chaîne de valeur. Pour moi, c'est ça un circuit court. La localité, alors et après il y a local, qu'est-ce qu'on entend par local? Évidemment, on ne va pas chercher nos pommes de terre en Amérique du Sud. Donc nous, on a 80% de nos fournisseurs qui sont français. On a un réseau national, donc en fait, notre localité à nous, le périmètre, c'est la France. Donc nos producteurs, 80% français, pardon, et 20% étrangers, c'est pays limitrophes. Par exemple, c'est le cheddar qui vient de cheddar en Angleterre, ou le poulet pané qui vient d'Italie parce qu'on n'arrive pas à trouver un poulet pané en France aujourd'hui. Donc l'idée, c'est quand même d'être le maximum local possible. Pourquoi? Bah, pour en fait faire travailler nos producteurs français. C'est ça l'idée, hein. Pourquoi on veut faire du local? Pour faire travailler les gens qui habitent et qui travaillent à côté de chez nous. Entre guillemets, c'est ça l'avantage du local. Mais nous, avant le local, ce qui est intéressant avec le circuit court, c'est le partage de la valeur. C'est pas tout à fait la même chose. C'est qu'on peut très bien être en local avec beaucoup d'intermédiaires. Ça peut exister. Ou on peut très bien être loin, c'est-à-dire à l'autre bout de la France, mais en achetant directement, sans intermédiaire. Et donc nous, ce qui est intéressant dans notre modèle, c'est qu'on est sans intermédiaire. On est directement auprès. Il n'y a personne qui achète et qui nous revend la matière. Aucun. Ça n'existe pas chez nous. On achète à celui qui l'a produit. Voilà, c'est ça notre vision. Donc l'amélioration qu'on recherche par contre, c'est d'essayer d'être au maximum français. On est européen déjà, hein, ce qui est déjà pas mal. Mais d'être au maximum français pour apporter de la richesse à la France, en fait, tout simplement. Ok, super. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur le produit financier, etc. On reviendra peut-être sur ça à la fin, du coup. Je passe juste à la question de Stéphanie. Comment avez-vous choisi les villes d'implantation? Idem pour les villes où vous allez ouvrir. Oui. Alors, historiquement, on a ouvert à Paris. Et puis après, au centre-ville des plus grandes villes de France. Ok. Allô? Ouais. Vous m'entendez, oui? Ouais, okay. Ouais. Pardon. Il y a eu un loupé. Donc je recommence la question. Ah ok, justement, j'étais étonnée que ce soit si court. Donc si tu veux élaborer un petit peu plus sur le choix des villes. Ouais, ça a été coupé. Donc on a commencé avec les grandes villes, et donc on a fait les grandes villes en fonction des opportunités. Et maintenant on commence à arriver, alors on ne les a pas toutes faites, il manque Marseille, Nice, Rennes, mais on cherche. Et là, récemment, on a ouvert à Salon-de-Provence, qui est une ville de 50 000 habitants. Avec un super démarrage. Et en fait, plus ça va continuer, plus on va essayer d'aller chercher des villes moyennes où on peut s'installer, parce qu'en fait, on trouve qu'il y a moins de concurrence là-bas, et on a une super carte à jouer, c'est qu'il commence à y avoir des maires qui veulent pas en centre-ville d'enseigne de burgers classiques. Par contre, ils veulent bien des bio-burgers. C'est notamment le cas du maire de Salon qui est venu nous chercher. Et ça, c'est vraiment un axe pour nous très intéressant, parce qu'on est dans un marché hyper concurrentiel, et d'aller chercher ces villes-là pour être les seuls à s'installer au centre-ville, ce serait super top. Et donc c'est le cas à Salon, et donc on va aller essayer de chercher de plus en plus ces villes-là moyennes, mais toujours en centre-ville, parce qu'on aime bien. On trouve ça fonctionne bien, il y a pas mal de contraintes au centre-ville, hein, d'urbanisme, etc. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui fonctionne, qui correspond à notre cible, etc. Merci. Alors, en parlant de restaurant, on a Roigny qui nous demande pourquoi avoir fait le choix de croître avec un mix propre franchise. Oui, alors ça c'est très spécifique à notre enseigne. Il n'y en a pas trop d'autres enseignes qui font comme ça. On a souvent des enseignes avec 95% du réseau en franchise, un peu plus rarement des enseignes en propre. Nous on fait les deux, parce qu'on y trouve notre compte pour plusieurs raisons. Déjà, on estime que pour être franchiseur, on se doit d'être solide et d'avoir de la légitimité. On comprend pas trop comment des enseignes peuvent, avec un ou deux restaurants, légitimement tenir un réseau de franchise. En gros, comment voulez-vous expliquer à vos franchisés comment il faut travailler si vous connaissez pas votre métier? Donc ça, c'est très important pour nous de bien maîtriser, connaître notre métier. Et donc, vu qu'on a entre à peu près 40-45% du réseau, on pèse face à nos franchisés et on est légitime dans
dans nos discussions. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin de restaurants propres parce qu'on estime que ça crée de la valeur. D'ailleurs, la principale valeur de l'entreprise aujourd'hui, c'est le restaurant propre. Le modèle est intéressant et donc nous, on a envie d'en profiter, tout simplement. Et on fait quand même de la franchise parce que ça permet en fait de valoriser le travail qu'on a fait sans capitaux et évidemment de rajouter en fait pour un coût marginal supplémentaire assez faible pour la tête de réseau, de rajouter des revenus tirés du réseau de franchise. Donc en fait, on essaie de tirer parti des deux mix. On pense qu'il y a peu d'enseignes qui font beaucoup de propre parce qu'elles sont refroidies par la capacité à garder des opérations d'un restaurant propre aussi bonnes que les restaurants franchisés avec le développement d'un réseau. En gros, un franchisé dans son restaurant, c'est son bouclard, en fait, il va mettre sa vie dedans et il va avoir des meilleurs ratios qu'un restaurant propre où c'est un salarié qui dirige. Et là-dessus, nous, pour l'instant, en fait, on se débrouille très bien parce qu'on a une politique RH qui est plutôt cool. On a un bon management, ça ruisselle bien, on a des bonnes équipes qui sont investies. Je sais que la mission et l'identité de la marque jouent pour beaucoup là-dedans. Et donc, on arrive à avoir des résultats dans les restaurants propres qui sont similaires à ceux des franchises. Donc, on continue. On pense qu'on y arrivera à opérer un certain nombre de restaurants propres en France en gardant la qualité. Très clair, merci. Tu parlais d'une implantation dans les centres-villes. On a Stéphanie qui demande si vous pensez à vous développer près des facs, universités, écoles de commerce, etc., même s'ils n'ont pas d'enfants, puisque c'est une génération sensibilisée par ces questions. Alors, les étudiants, c'est quelque chose qui vient souvent parce qu'ils aiment les burgers, ils sont sensibles aux enjeux de la transition écologique. Le souci, c'est qu'on est légèrement trop cher encore pour eux. On a du mal à lutter face à des hauts tacos qui vendent à 6, 7, 8 euros leurs produits, en fait. On est vraiment beaucoup plus cher. Et donc, en fait, c'est une clientèle, mais c'est une clientèle, on va dire, annexe. C'est pas notre clientèle cible principale, les étudiants. Et donc, en fait, si on s'installe à côté dans un quartier de fac, on pense qu'on ne marchera pas parce qu'il nous faut quand même un socle de notre clientèle principale qui est justement celle de la génération burger. Donc, grosso modo, 25-45 ans, avec ou sans enfants, hein, mais avec CSP intermédiaire ou plus. Et les étudiants viennent compléter un petit peu cette clientèle-là. Mais en faire une clientèle principale serait risqué aujourd'hui de par le fait qu'en 100% bio, on ne pourra pas s'aligner avec Otakos. C'est pas possible. Ok. Toujours dans la même thématique, on a Raphaël qui nous demande si vous positionnez uniquement sur la restauration sur place ou bien si vous avez une offre de livraison et si vous envisagez de mettre en place des dark kitchens. Alors, on a 3 canaux de consommation. Ouais. C'est le surplace, c'est le emporté aussi. Donc, le surplace, c'est 40% de nos ventes. Le emporté, c'est entre 25 et 30%. Et vous allez avoir la livraison, effectivement, qui représente une trentaine de pourcents également. Donc ça, c'est hyper important. Le business model, il fonctionne quand les 3 canaux sont bien équilibrés. Il ne faut pas que la livraison représente trop, parce que la livraison, on fait beaucoup moins de marge avec. Et puis en plus, ça nous intéresse un peu moins. Notre métier, c'est surtout un métier de restaurateur. Il se trouve aujourd'hui qu'on est obligé de passer par la livraison. La livraison en France, c'est 11% du marché de la restauration. En France globale, hein, incluant les zones rurales. Hein. En ville, j'ai pas le chiffre exact, mais ça doit être de l'ordre de 30%. Donc on peut pas y couper, malgré tout ce qu'on peut reprocher, évidemment, à ce système, auquel, personnellement, je ne crois pas sur le long terme, mais malgré tout, il faut s'y conformer aujourd'hui, sinon, on perdra des parts de marché, puisque la livraison a trusté des parts de marché de la restauration. Elle en a peut-être créé un petit peu, mais pas des masses. Elle a surtout trusté du emporté. Donc ça, c'est notre positionnement. La dark kitchen, non, jamais, never. On nous a beaucoup sollicité pendant le Covid, jamais, parce que le modèle dark kitchen, donc full livraison, on n'y croit pas du tout économiquement. En gros, vous avez le même outil, c'est-à-dire une cuisine, vous avez juste pas la salle. Hein, si je prends une dark kitchen, c'est un restaurant sans salle. Hein. Donc vous payez quand même le plus grosse partie de l'investissement. Et en fait, cette cuisine, elle va faire 30% de ce que ferait un restaurant, puisque aujourd'hui c'est 30% de notre volume la livraison. Il n'y a pas de raison qu'une dark kitchen fasse plus qu'un restaurant. Aucune raison. Donc vous allez faire 30% pour un investissement qui va être allé à 80%, 70% d'investissement de restaurant. Et pour des coûts de fonctionnement,
alors j'ai pas le chiffre, je vais pas m'avancer, mais qui vont être de l'ordre de pareil, 60%, 70% du coût d'un restaurant. L'équipe, par exemple, bah, c'est la même, hein. Vous avez besoin d'un directeur, vous avez besoin de, voilà, vous avez des coûts fixes qui ne bougent pas. Bah, en fait, ça passe pas. Parce que vous faites que 30% de votre chiffre et 30% sur lesquels vous faites une marge de 30% de moins. Parce que vous avez les agrégateurs, évidemment, qui vous prennent des sous. En fait, ça ne passe pas. Les dark kitchens, pour moi, fonctionnent quand vous avez un ensemble de concepts opérés par la même personne. Vous avez 10 concepts dans une dark kitchen avec un directeur, avec des moyens mutualisés, et donc du coup 10 restaurants qui sont au même endroit. Pourquoi pas? Mais nous, on a une enseigne unique de burger. Et je terminerai par le fait que ça ne nous intéresse absolument pas, parce que ce modèle, je trouve ça, enfin, le modèle de la livraison, je vous ai expliqué, on n'était pas très enthousiaste. Nous, on aime la restauration à table, en restaurant ou en emporter, mais avec du contact humain. Voilà. Pardon, j'avais coupé mon micro. Je disais très clair, merci Louis. Toujours dans la même thématique, on a aussi Paul qui demande si vous prévoyez d'aller sur le marché des aires d'autoroute. Hyper bonne question, parce que ça a été d'actualité, une actualité très importante il y a quelques années. On était en relation avec le groupe Sigor, qui était on va dire le groupe le plus indépendant des groupes qui se mettent sur les aires d'autoroute, qui s'est fait racheter depuis par Areas, je crois. En fait, l'autoroute, comment dire, on pense qu'on a une enseigne, mais qui est parfaite pour les aires d'autoroute. Et pour le travel retail en règle générale, c'est-à-dire les gares, les aéroports, les autoroutes. Parce qu'on est rapide, on délivre très vite, et que l'offre dans ces endroits-là, notamment les autoroutes, est assez pauvre. Bien que de mieux en mieux, on va dire. Mais bon, ça reste. Donc on était très, très intéressés. Et en fait, il se trouve qu'on a un modèle en France qui est assez complexe, où vous devez passer par un ensemblier, c'est-à-dire en gros un maxi franchisé, donc Areas, ce genre de choses, qui va opérer pour vous. C'est-à-dire qu'il va prendre des franchises d'enseignes, et c'est eux qui opèrent et qui vous versent la redevance. Et le problème de ce fonctionnement-là, c'est que souvent on a des opérations qui sont dégradées. Vous allez avoir, c'est pas toujours le cas, hein, mais en gare, en aéroport ou en autoroute, vous avez la même enseigne que vous avez en centre-ville, mais en fait, vous allez avoir une qualité globale de service et de produit qui va être plus faible. Parce qu'en fait, ces grands ensembliers, je ne vais pas être trop critiqué, mais leurs opérations, c'est tellement des grosses boîtes que pour arriver à incentiver, à avoir des équipes investies, c'est pas facile. Et donc, du coup, ça nous a refroidi. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu peur de galvauder l'image de marque sur ces lieux-là. Il reste la solution d'y aller en propre, mais c'est très, 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 très rare, hein, parce qu'en fait, il faut une vraie expertise pour pouvoir travailler sur l'autoroute. C'est très particulier. Donc, ça resterait une opportunité, mais ce serait du par pointillé. Donc, soit on arrive à travailler avec un ensemblier avec qui on fait confiance et qui arrive à ne pas galvauder notre concept, soit on n'y va pas. Pour l'instant, je vous avoue que c'est au point mort. Ok. On a aussi Stéphanie qui demandait si vous aviez des projets de développement en Belgique ou Italie via l'ITA pour promouvoir un modèle français versus les modèles de bouffe rapide US. Alors, comme j'ai expliqué, on a une approche vraiment long-termiste et doucement mais sûrement. On pense qu'on a beaucoup de choses à faire en France encore et que se diversifier trop tôt, ça nous mènera à notre perte. Parce que la Belgique ou l'Italie, bien qu'étant des pays limitrophes, ce sont des cultures différentes. Donc il faut adapter un certain nombre de choses, du management, des produits, enfin plein de choses. Il faut s'adapter à la réglementation locale, c'est un travail de dingue. Sans parler du sourcing. Le sourcing, il est français, alors on pourrait livrer en Italie, mais bon, c'est un peu moins de logique, hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? On recrée un sourcing italien. Bah, si on recrée un sourcing italien, il faut ouvrir au moins 15 de restaurants pour que ça s'amortisse. Vous voyez, c'est un sacré challenge. Donc on ferme pas la porte à le faire dans plusieurs années. On ferme pas la porte éventuellement à ouvrir un restaurant à Bruxelles, par exemple. On peut en ouvrir un à Bruxelles, c'est pas très loin, etc. Pourquoi pas à Genève? Enfin, Genève, c'est plus compliqué, mais dans des villes comme ça qui sont pas loin. Mais pour l'instant, c'est tout. On va se concentrer plutôt à densifier le modèle en France. Oui, ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est que plus vous densifiez un territoire, plus c'est rentable, écologiquement et économiquement, d'avoir beaucoup de restaurants dans un territoire restreint. Forcément, notre centrale d'achat, par exemple, elle s'amortit. Vous amortissez tout un tas de choses, en fait. On a besoin encore de grossir en France avant d'envisager autre chose. Très clair. On a aussi Daniel qui nous demande quelles actions sont menées pour développer le CA par restaurant. Je note une progression de 50% environ.
quelle veille est faite sur la concurrence et notamment sur la montée de leur gamme bio? Alors, sauf erreur, on ne prévoit pas en 3 ans d'augmenter de 50% le chiffre d'affaires par resto. Ça, je sais pas d'où sort le chiffre, mais c'est pas possible. Sinon, ce serait Noël. On vise d'augmenter par contre le chiffre d'affaires par restaurant, donc à la fois le ticket moyen, à la fois la fréquentation. Aujourd'hui, sur les restaurants mûrs, on fait à peu près 1 250 000 euros hors taxes par an, et on aimerait bien faire 1,5 million quoi, à terme. Ça, c'est notre rêve, notre objectif. Et les actions qui sont menées pour arriver à faire ça, on va dire qu'il y a 2 grandes actions. Il y a augmenter le panier moyen, ce qu'on est en train de faire, il y en a déjà des résultats, via compléter notre offre, notamment par des sides et des extras. Aujourd'hui, chez The Burger, vous pouvez trouver des aloo cheese, par exemple, c'est des petits cubes d'aloumi qui sont très bons, des petits nuggets, etc. Et on a fait des toastés, on a fait des petits burgers, et on va continuer à faire des choses comme ça pour agrémenter l'offre, en fait. Ça marche. La carte dessert aussi, qui est encore bien en deçà en termes de qualité et de proposition de valeur par rapport à ce qu'on fait en burger frites. Donc les desserts et les extras. Mais c'est déjà un work in progress. Et ensuite, évidemment, c'est la fréquentation. Et la fréquentation, elle passe par 2 leviers. C'est, même 3. C'est comment dire, c'est augmenter la fréquence de venue de nos clients fidèles et évidemment recruter. Donc pour les clients fidèles, on a mis en place un programme de fidélité qui marche super bien. Et qu'on commence à animer via des SMS, via des offres, via des newsletters. Ça fait 6 mois, 9 mois qu'on le fait. Et donc aujourd'hui, c'est 25% de notre chiffre d'affaires sur place à importer qui est créé par nos clients fidèles. Donc l'objectif, c'est de l'augmenter pour que les clients fidèles viennent de plus en plus. Et ensuite, le recrutement, ça passe par plusieurs leviers, notamment via nos programmes de fidélité. On a un programme de parrainage qui marche très bien, qui récompense le parrain et le filleul, donc pour recruter. Et le gros chantier qui nous reste, c'est les réseaux sociaux. C'est vraiment, comment dire, un segment où on n'est pas bon pour l'instant, on n'est pas suffisamment bon par rapport à qui on est, et on a énormément à gagner là-dessus par rapport à ce que font d'autres enseignes, et donc on travaille dessus. Là, on a une nouvelle personne qui nous accompagne, qui a des premiers résultats assez intéressants. Il faut qu'on gagne grosso modo en notoriété, et notamment donc via les réseaux sociaux, ce qui nous permettra de recruter plus. Voilà. Donc ça, c'est toute notre stratégie, on va dire, pour gagner en chiffre d'affaires. Et donc, quelle veille est faite sur la concurrence, et notamment sur la montée de leur gamme bio? Alors, la montée de la gamme bio sur la concurrence, ça fait 13 ans que je suis dedans. Quand on a eu l'idée du concept en 2007, j'avais peur de me faire griller la place. Autant vous dire qu'au bout de 13 ans, c'est assez faible, malheureusement, hein. Mais les quelques enseignes de burgers bio qui ont vu le jour, elles sont plus là. Il y en a une qui existe encore autour du lac Léman, mais c'est tout de mémoire, à date, hein, dans l'état de mes informations. Et ensuite, il y a quand même une augmentation de la bio. La bio en restauration, ça pèse, les achats bio en restauration, c'est 750 000 euros, 750 millions d'euros, pardon, l'année dernière. Et nous, sur ces 750 millions d'euros, je crois qu'on pèse 5%, rien que nous. Et donc le reste, en fait, c'est quoi? C'est les compotes bio chez McDo, les 2-3 produits qu'il y a à droite à gauche, en fait. Donc aujourd'hui, moi je souhaite en fait que ça augmente. J'ai pas peur de la concurrence en bio en restauration. J'aimerais bien, au contraire, parce que c'est une demande en plus des clients, qu'il y en ait plus de bio en restauration. Franchement, ça nous servirait. Donc ça progresse, hein. Je dis pas que ça régresse, mais ça progresse très lentement. Quand je vous parle des 750 millions d'euros en restauration, le marché de la restauration, le marché de la bio, c'est 13 milliards. Donc la restauration, c'est tout petit par rapport au marché global de la bio. Donc voilà, donc on regarde ce qui se fait, mais il se passe pas grand-chose. Et évidemment, par contre, il y a une grosse veille qui est faite sur la concurrence burger, où là, il se passe plein de choses. Et donc on regarde notamment les prix. On a beaucoup regardé les prix sur les dernières années avec l'inflation. Et on regarde le développement produit, on regarde tout un tas de choses. Et là, ce qui se passe sur le marché du burger gourmet aujourd'hui, hein, c'est qu'il y a un peu une saturation de l'offre du burger gourmet. Et il y a aussi des explosions en vol de certaines enseignes qui ont des prix affichés beaucoup trop chers, qui ont réussi à vivre jusqu'à aujourd'hui, mais qui, d'un côté, sont pris en étau par le prix qui, avec l'inflation, passe quasiment au-delà des 20 euros, le menu, donc ça devient vraiment trop cher. Et par ailleurs, leur marketing, leur différenciation s'essouffle. C'est-à-dire le burger franchouillard ou le burger français bien fait, en fait, c'est trop vu, c'est vu et revu depuis 10 ans. Et donc, en fait, on a besoin d'autres différenciations.
Et enfin, les opérations qui sont pas forcément tenues par le fait qu'ils sont développés trop vite. Donc on a un essoufflement de nos concurrents là-dessus, et là, nous, on a une belle carte à jouer sur le marché du burger, on va dire quali, parce que le burger gourmet, pour moi, il va peut-être disparaître. En fait, c'est que nous, on a ce côté 100% bio et engagement, d'un côté, et l'autre côté, c'est qu'on a des opérations à rapport qualité-prix qui est vraiment le meilleur du marché. Et l'idée, c'est que dans les prochaines années, on devienne leader de ce segment-là, quoi. On n'est vraiment pas loin hein, aujourd'hui, mais il faut encore progresser, et d'ici quelques années, on peut vraiment devenir leader. Alors, je vous parle pas de McDo et compagnie, hein. Je vous parle vraiment du segment du burger, on va dire qualitatif. Voilà. Pardon, merci pour cette réponse très complète, Louis. Il nous reste 5 minutes et du coup, on a répondu à toutes les questions un peu générales sur BioBurger. On a quelques questions plus précises sur le produit financier et celle-ci, elle était plutôt destinée Louis. On a Daniel qui demande, qui dit l'investissement dans BioBurger se fait via un schéma d'obligation d'un Green Food Développement. Comment sont articulées les obligations et les différentes catégories d'actions mises en place pour les investisseurs? J'imagine que ça fait référence aux différentes campagnes que vous avez déjà menées. Oui, d'après ce que je comprends. Alors, grosso modo, on a émis 2 lignes d'obligation, une en 2020 et une cette année, donc. Ça, en 2020, c'était pour 800 000 euros. Les 2 lignes sont des obligations sèches. Donc, c'est pas des obligations convertibles. Donc, en fait, les obligations, elles ont un rang, ce qu'on appelle ça chirographaire, hein, donc c'est un rang de dette hein, en cas d'éligibilité des dettes. Voilà, donc l'obligation s'apparente beaucoup à une dette, hein, tout simplement. J'imagine que là, dans l'articulation, il y a aussi peut-être la question derrière, c'est le mode de remboursement. On va avoir 2 ans de non-remboursement, juste des intérêts qui seront payés semestriellement, et puis après le capital sera remboursé en 3 fois. En 3 ans et semestriellement. Ça suit le même schéma que les premières obligations. Donc 2 ans et puis 3 ans de remboursement. Voilà, donc ça nous mènerait en 2024, 2025, 2026, 2027, 2030, je crois, pour le dernier remboursement, 2029 ou 2030. Et ensuite, les catégories d'actions, là, on ne parle pas d'actions aujourd'hui, donc il y a eu 2 levées d'actions Lita. Peut-être que j'ai pas compris la question sur les actions, mais Non, je pense qu'en effet, l'idée c'était de distinguer un petit peu les différentes campagnes que vous avez fait. Et d'ailleurs, Daniel avait remis une question derrière en demandant s'il y avait une catégorie d'actions disponible en la souscription. alors non, mais oui quand même parce qu'on a un actionnaire, Lita d'ailleurs, qui souhaite céder une partie de ses parts. Donc on est en train de voir avec Julien de Lita, etc., pour envoyer un mail au Lita, aux actionnaires Lita. Mais l'idée, ouais, on a une sortie, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de souscription d'augmentation de capital. On vient de faire quand même 3 millions l'année dernière, donc voilà. Mais parfois, il y a des actionnaires cédants. Donc là, il y a peut-être une mise en relation possible. Donc si vous êtes intéressé éventuellement pour acheter des parts de Burger, peut-être que je peux vous mettre en relation avec cette personne qui souhaite vendre une partie de ses parts. Voilà. Et d'ailleurs, ça s'adresse à tout le monde. Oui, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse, en effet. Je termine rapidement, il nous reste 2 questions, toujours dans la même thématique. La nouvelle dette avec l'ITA servira-t-elle à rembourser l'actuelle par anticipation? Ce serait logique malgré la différence de taux. Ah oui, vous avez tout dit. Il y a une différence de taux. Donc non, on passe de 7 à 10 effectivement, alors parce que les taux ont augmenté. Non, l'idée c'est de pas de rembourser plus vite parce que nous on est une entreprise en croissance, en développement, on a besoin de cash. Moi tout le cash que je peux avoir en dette sans gréver mon bilan, etc. évidemment, hein, je le garde. Donc non, on remboursera en temps voulu. Puis en plus il y a des clauses de remboursement anticipé qui coûtent cher. Enfin non, il est pas question. Par contre, il reste 266 000 euros à rembourser qui seront remboursés en mai 2025. Donc c'est dans pas longtemps, quoi. Voilà. Ok, et je crois qu'on en avait une dernière de Gilles qui disait bien compris la politique d'usage des fonds. Quelle est la politique de placement des fonds en attendant de les dépenser? C'est une bonne question. J'ai jamais eu besoin d'avoir ce genre de politique puisque je n'ai jamais eu à placer vraiment beaucoup de fonds. J'ai toujours eu besoin d'avoir sur mon compte. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, ça va dépendre en fait de la valeur de ce qu'on lève. Aujourd'hui, on a un minimum de 1 million et un maximum de 2,5 millions. Là, on est en pré-collecte, on a 1 million, donc on est bien parti. Si on a 2,5 millions, effectivement, on aura peut-être 1,5 million de cash vraiment en surplus, quoi.
ce qui est très bien, hein, ce qui est très bien, en surplus au début. Et donc l'idée, c'est qu'il soit disponible. Donc c'est de le placer sur des choses qui soient disponibles, donc des produits qui sont liquides et évidemment très sûrs. Donc pour amortir, on va dire, pour compenser une partie du taux d'intérêt. Mais nous, on est prêt à payer le service de cette dette, hein, encore une fois, pour avoir les mains libres. Hein, vous avez compris, la valeur, on la crée comment? On la crée au moment où on a un restaurant où la banque ne finance pas, bim, on peut quand même l'ouvrir parce qu'on débloque les fonds et on avance. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va amortir un petit peu le taux d'intérêt de cette dette. Donc, produit financier liquide et certain. Voilà, qui va tourner aujourd'hui autour de 5%, quoi. On placera 5% et on aura un data 5%. Voilà. Mais je vous avoue qu'on n'a jamais fait ça dans l'histoire de Bioburger. On n'a jamais eu trop de sous à placer pour l'instant. Super. Eh ben, merci beaucoup, Louis. Je crois j'avais un dernier chose à dire, parce qu'il y a Guillaume qui nous dit vivement les farines complètes. Et la bière sans alcool, ça me fait rebondir dessus, parce qu'on est clairement en train de regarder la bière sans alcool, parce qu'on a notre partenaire Jade qui en fait une. Et ça cartonne tellement la bière sans alcool en ce moment qu'on va en proposer une, j'imagine, tout bientôt. Je ne vais pas m'engager, mais c'est dans les cartons en tout cas. Voilà. Top. Écoutez, on arrive à la fin de ce live meeting. Merci beaucoup pour votre interaction, pour toutes les questions. C'était un bel échange. Pour ceux et celles qui ont manqué le début ou la fin de l'événement, vous pourrez retrouver le replay dans l'onglet opération de la page de la levée de fonds. Donc, n'hésitez pas à aller refaire un tour. Merci Louis pour le temps accordé. Et merci à tous. N'hésitez pas, je le répète, à déposer une intention d'investissement si vous ne l'avez pas encore fait, afin d'être averti du passage en collecte qui devrait être très très bientôt. Voilà, et je vous dis à bientôt sur lita.co. Merci à vous. Merci beaucoup.